Salut les curieux! Si la chaîne Graines de Savoir t'intéresse, si tu as envie de découvrir les derniers épisodes sur la chaîne, n'hésite pas à venir cliquer sur l'onglet abonnement de la chaîne. Sur ce, dans cette vidéo, vous allez découvrir les dinosaures de la fin du Crétacé dans le sud de la France, plus précisément en Provence. Cette vidéo a été montée avec l'enregistrement de l'émission Espace-Temps de juin 2020, avec la participation de Sican, de moi-même et surtout de Thierry Tortosa. Les extraits de Jurassic World Evolution qui ont été utilisés pour cette vidéo ne présentent pas précisément les espèces retrouvées en Provence. Car au vu des restes fragmentaires des dinosaures retrouvés en Provence, j'ai utilisé des animaux très proches de nos dinosaures français. Bon visionnage à tous! Bonjour chères auditrices et chers auditeurs sur ce nouvel épisode d'Espace-Temps. Alors aujourd'hui je suis accompagné de mon cher acolyte Sican. Bonjour Sican. Bonjour, bonjour. Et pour cet épisode, on a décidé de revenir un peu sur la paléontologie. Et pour parler de paléontologie, qui on a aujourd'hui, mon cher Sican, avec nous? Un petit inconnu du sud de la France, pas très connu, hein. C'est un petit conservateur d'une grande réserve nationale. Un archéologue, c'est ça? Un archéologue, tout à fait. Bon, on va peut-être le laisser se présenter du coup. Oui, bonjour cher inconnu. Bonjour, donc ravi de participer à votre émission. Et donc je réponds à la première question, je suis Thierry Tortosa. Donc, bonjour Thierry actuel de Sainte-Victoire. Et donc pas archéologue alors? Et pas archéologue, non pas encore en tout cas. Il y a peut-être un jour, mais pas encore. Géologue et paléontologue c'est suffisant. Et conservateur. Et conservateur donc au sein de la réserve naturelle de Sainte-Victoire. Réserve naturelle nationale et géologique. Alors je vais pas faire comme Jacques Martin, mais alors mon cher Thierry, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? De plein de petites choses intéressantes, alors notamment centrées sur les dinosaures de Provence, mais il y aura de tout au menu, il y aura du dinosaure carnivore, de l'herbivore, peut-être des œufs pour le dessert, de la crise, comme vous le souhaitez, je suis votre ligne de questions. Alors, comme on avait déjà vu ensemble juste avant, on va surtout peut-être parler des dinosaures de la fin de l'âge des dinosaures, donc ça veut dire la fin du Crétacé. Oui, enfin c'est surtout qu'en Provence, on a beaucoup de niveaux de la fin du Crétacé, donc c'est un peu plus pratique. Ça commence à partir, Thierry va nous le dire mieux que nous, ça commence à partir du Centonien, on commence à avoir des niveaux du Centonien, et ça va jusqu'à la fin du Maastrichtien, il y a 66 millions d'années. C'est ça. Donc sachant que le Centonien, on est sur une transition sur des sédiments marins qui deviennent peu à peu continentaux, donc c'est à cette époque-là que la Provence sort de la mer, en fait, pour faire simple. Donc voilà. Oui, parce que pour rappel, pour les néophytes, les dinosaures sont des animaux essentiellement terrestres. Donc quand on retrouve des dinosaures dans les niveaux marins, c'est des animaux qui ont dérivé, qui ont chaviré d'un espace continental. Mais c'est quand même plus pratique de trouver du dinosaure dans des niveaux continentaux. Plus facile. Le manchot, il est pas marin le manchot. On va parler des trucs anciens. Voilà, donc pour faire simple, oui, je me permets juste une petite précision. Nous, en Provence, en tout cas sur la Provence continentale, on étudie des fossiles de dinosaures qui datent d'entre 84 et peut-être 68 millions d'années. Ouais, c'est ça, début Campania, donc jusqu'à la fin du Maastrichtien. Début du Maastrichtien, parce que Maastrichtien, ça va fin du Centonien, pour être très très précis, toute fin du Centonien, et tout début du Maastrichtien. Alors après, les recherches sont toujours en cours, donc peut-être qu'on aura des dinosaures un peu plus anciens ou un peu plus récents, mais pour le moment, voilà, c'est cet espace de temps-là qui nous intéresse. Et Thierry, quand est-ce qu'on a découvert justement ces premiers ossements dans le sud de la France, en Provence? Alors c'est une longue histoire, les dinosaures de Provence. On va dire que les premières mentions donc, de dinosaures en Provence sont faites officiellement avec les travaux de Materon, donc, qui datent de 1869. Donc 1869, on a Rhabdodon qui est le premier dinosaure qui est décrit, donc un dinosaure herbivore qui a été découvert lors de travaux de percement d'un tunnel qui reliait Marseille à le tunnel de la Nerte. Qui allait dans le sud de la France. Voilà, le tunnel de la Nerte, pour être précis, bravo. Et donc il faut savoir que c'est à peu près 25 ans après la description du terme de dinosaure, donc c'est quelque chose d'assez précoce, mais cette description arrive un peu tardivement. Par contre,
et c'est ça qui est intéressant, c'est que des os de dinosaures, on en connaît depuis sur des temps plus reculés, de quelques vingtaines d'années, voire trentaine d'années. Alors, pour remonter un tout petit peu le temps, donc je disais 1869, c'est la première description d'un vrai dinosaure, Rhabdodon. Dans la même description, on a Hypsilosaurus qui va être un autre dinosaure par la suite reconnu, mais à cette époque-là, on parle encore de sauriens gigantesques. Et on a aussi la première mention d'œufs, donc des œufs qui étaient soit attribués à des oiseaux géants, soit à Hypsilosaurus, donc maintenant on sait que c'est un dinosaure, mais à l'époque, Materon pensait que c'était peut-être des œufs de genre de gros crocodile. Donc ça c'est 1869, on remonte un petit peu en arrière dans le temps, 1842, on a un agent voyer qui va découvrir des ossements dans le Var, des ossements qui vont être décrits par Materon en 1891, donc bien plus tard, et qui seront effectivement reconnus comme étant du Rhabdodon et de l'Hypsilosaurus. On peut continuer à remonter dans le temps. En 1841, on a Paul Gervais qui décrit Episaurus, donc dans le Vaucluse, qui, pour lui aussi, est un lézard gigantesque. C'est la plus ancienne mention d'un lézard géant dans le sud de la France, puisqu'avant ça, on a des mentions plus anciennes encore, mais on parle soit de mastodontes dans le Var, donc des os de mastodontes, ou des os d'aurochs. En 1821, donc là c'est Hippolyte de Villeneuve-la-Yosque qui parle donc d'os d'aurochs décrits dans des terrains qui s'avèrent être des terrains du Crétacé. Donc il n'y a pas de doute maintenant, on sait qu'il s'agissait de dinosaures. Le problème c'est qu'on n'a jamais pu remettre la main sur ces os qui ont été décrits il y a 200 ans, quoi. Donc ça veut dire que les premières découvertes, premières descriptions vraiment officielles de dinosaures dans le sud de la France datent à peu près de l'époque de la guerre des os aux États-Unis, à peu près. Oui. Il faut savoir que les paléontologues français, même dans le sud de la France, étaient quand même des pionniers. Hein. On a été très très rapide pour intégrer ces découvertes, ces connaissances internationales sur ces animaux. Et malheureusement, ça n'a pas suivi sur la période entre les deux guerres. Il a fallu attendre les années 50 pour que ça se ravive un peu, en tout cas en Provence. Et c'est dommage, parce qu'on était vraiment précurseurs, quoi. Et d'ailleurs, on va même découvrir les grands gisements d'œufs de dinosaures de Provence, à une époque où on sait même pas que les dinosaures sont ovipares, en fait. Ça dépend, parce qu'en fait, la découverte des dinosaures s'est faite en deux temps. Donc, soit Matereau, 1869, donc là, effectivement, oui, on savait quasiment rien des dinosaures, on savait pas quels étaient leur mode de vie, leur biologie, c'était tout récent. Et ensuite, il faut attendre donc les années... entre les années 30 et les années 50 pour que ces œufs de dinosaures soient clairement identifiés et qu'on sache qu'en fait il s'agissait bien d'œufs de dinosaures. Donc là par contre les connaissances étaient déjà mieux, on connaissait mieux ces bébêtes. Quel type de dinosaures avons-nous découvert dès le début? Alors déjà là tu as parlé d'Hypsilosaurus, donc là c'est plutôt du sauropode, mais est-ce que dès le début nous avons trouvé aussi des théropodes, donc dinosaures carnivores? Non, alors les dinosaures carnivores ont mis un peu plus de temps à pointer leur bout de leurs dents en Provence. C'est vraiment des herbivores qui vont être repérés dans les premiers temps. Donc Hypsilosaurus, donc qui est un sauropode, et maintenant on sait qu'il s'agit d'un titanosaure. Alors le nom a été abandonné. Oui, c'est validé. C'est un nom douteux, voilà, parce que les caractères osseux utilisés pour décrire l'espèce à l'époque, et le genre. On s'est rendu compte que c'était des caractères qui concernaient beaucoup d'autres genres actuels, donc ça tenait pas la route. Par contre, Rhabdodon, lui, est toujours valide, et il a été décrit donc à cette époque-là. Donc c'est un petit ornithopode, enfin petit, c'est relatif, puisque les plus gros spécimens peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, mais en moyenne, c'est des animaux qui font 3-4 mètres de long, et donc voilà. Donc depuis 1869, c'est le plus ancien dinosaure herbivore connu en Provence. Donc ensuite, oui, pardon. Non, je disais des sortes de... En fin de compte, les rhabdodons, c'est un peu les vaches du Crétacé. C'est ça, des animaux grégaires qui passaient leur temps vraisemblablement à manger les fougères qui leur passaient sous le bec et leurs dents, parce qu'ils avaient un bec quand même à l'avant du museau. Et ils n'avaient pas tellement de moyens de défense, si ce n'est peut-être le fait de se déplacer en groupe et de fuir. Donc... un peu comme nos vaches, quoi. Ah, mais justement, petite question. Alors, bipède ou quadrupède? C'est une grande question, en fait. C'est pas une petite question, c'est une bonne question. On s'est longtemps posé la question sur Rhabdodon, parce qu'on s'est rendu compte que y avait une forte différence de taille entre les membres antérieurs et postérieurs.
Mais on n'avait jamais trouvé de squelette complet jusque dans les années 90, 94 pour être précis, et c'est là qu'on a pu se dire, finalement c'est un animal qui pouvait être bipède, parce que ses pattes postérieures sont très longues, donc il peut se déplacer facilement sur deux pattes, mais il pouvait quand même se poser sur ses pattes avant pour se nourrir. Par contre, on se rend compte qu'avec la taille des animaux, ce ratio entre membres antérieurs et membres postérieurs varie un peu. Ce qui fait que, comme pour les grands ornithopodes bien connus comme les hadrosaures ou les iguanodontiens, on peut avoir des animaux qui étaient finalement plutôt quadrupèdes dans leur déplacement quand ils étaient très vieux, très grands, tout simplement parce que le poids est plus important, donc il faut avoir une meilleure assise pour se déplacer facilement. Le squelette partiel dont tu faisais référence, c'est pas celui qui a été trouvé à Vitrolles, la Plaine, au nord de Marseille ? C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, question, il me semble que j'ai la réponse, mais tu vas nous le préciser. Est-ce qu'on a beaucoup de squelettes de dinosaures assez complets ou partiels ou en Provence ? Alors, à cette époque, c'était le second, sachant que le premier, c'était le squelette de Compsognathus, qui est toujours l'un des plus complets connus en France, et qui date du Jurassique et qui provient du Var, mais pour le Crétacé, à l'échelle nationale, c'était le second, pour le Crétacé, c'était le premier. Donc c'est un squelette de Rhabdodon qui était complet, on estime à environ 40%, sachant qu'on avait toute la cage thoracique, le bassin, une patte postérieure, la queue, une partie de la queue, mais il nous manquait le cou et la tête, et les bras antérieurs. Après l'estimation de la complétude d'un squelette, ça dépend aussi si on inclut tous les os du crâne, si on inclut aussi les dents en tant qu'os, si on parle des membres seulement d'un côté du corps, c'est-à-dire les membres gauche, ou si on inclut les deux, la paire de membres. Donc on va dire 40% environ de complétude du squelette, et pendant longtemps c'était le seul squelette aussi complet connu en Provence. Alors maintenant, depuis les années 2000, on a fait d'autres découvertes, donc ça permet d'augmenter nos connaissances, autant chez les rhabdodons que chez les titanosaures. Et on se rend compte que finalement, ce problème de découverte, c'était consécutif surtout d'un problème de recherche. On n'était pas assez d'énergie ou de moyens pour faire des fouilles, donc des bonnes fouilles, pas des fouilles de sauvetage. Donc du coup, en faisant un effort, on a plus de chances de retrouver. Donc les Rhabdodontidés, c'est quand même une famille qui s'est assez bien diversifiée, même qui s'est bien répandue, parce que je crois qu'on trouve derrière jusqu'en Australie. C'est au sens très large du terme, on va parler plutôt de Rhabdodontiformes, à la limite peut-être. Voilà. Mais les Rhabdodontidés, c'est une famille qui est propre à l'Europe. Ce qu'on peut dire une famille endémique à l'Europe, c'est-à-dire que ces représentants n'ont vécu que sur les îles européennes. Donc on reparlera après de paléogéographie si vous voulez. Mais les membres de cette famille, on en connaît en Espagne et en France, donc le genre Rhabdodon. Et il y a aussi le genre Matoronodon qui a été décrit il y a 2 ans. On a ensuite en Hongrie Moclodon et en Roumanie Zamoxès. Et tout ça, c'est assez proche. Au départ, tout était décrit comme étant Rhabdodon. Oui, parce qu'on a parlé de Rhabdodon priscus, et en fait, il y a plusieurs espèces quand même aussi dans le sud de la France. Donc c'est Priscus, Septimanicus. Alors voilà, dans le sud de la France, on a Rhabdodon priscus qui a été décrit en Provence, et Rhabdodon septimanicus qui a été décrit dans l'Hérault. Suite à une découverte qui a été faite dans les années fin des années 90, début 2000, on s'est rendu compte que peut-être les deux espèces étaient sur les mêmes gisements, et c'est Ronan Alain, avec Philippe Taquet, qui avait mis l'hypothèse qu'en fait, peut-être les deux espèces étaient simplement un mâle et une femelle. Donc ça, c'est des observations qu'on essaie qu'on est en place de pouvoir approfondir avec toutes les découvertes qu'on a faites sur la réserve naturelle depuis 5 ans maintenant. On a trouvé énormément d'ossements qui vont permettre de faciliter ces comparaisons. Mais voilà, pour le moment, on a 2 espèces qui sont répertoriées de Rhabdodon, mais on a aussi le genre Matoronodon qui a été écrit il y a 2 ans, donc Matoronodon provincialis, qui à mon sens est, je pense, simplement une 3e espèce de Rhabdodon. Créer un nouveau genre sur un bout d'os dentaire et de dents, quelques dents, c'était un peu ambitieux, mais bon, c'est mon avis personnel. Et donc, alors, sur ces gisements du sud de la France, et justement dans cette époque, à la fin du Crétacé, qui se nourrissait de ces Rhabdodons ? Avait-il un chasseur ? Alors oui, c'est intéressant, parce qu'on s'est rendu compte que dans nos carcasses de Rhabdodon, donc maintenant, le site par exemple de Vitrolles qui avait livré un Rhabdodon, on a découvert un second squelette
presque aussi complet dans les années 2007, ce qui a permis donc de mieux comprendre son anatomie. Mais on s'est rendu compte que dans les deux carcasses qu'on avait découvertes, on avait des dents de droméosauridés qui étaient découvertes. On connaît pas, on se dit bon, c'est peut-être une association comme ça un peu opportune des dents qui se sont retrouvées mélangées au squelette à cause des courants. Mais en fait, tous les gisements sur lesquels on a trouvé énormément de rhabdodons, notamment des squelettes partiellement articulés, on a toujours des dents de droméosauridés qui sont mélangées avec les os. Donc on pense qu'on a vraiment un rapport de proie-prédateur sur ce cas typique de dinosaures herbivores. Donc les droméosauridés, je reviendrai dessus, mais les plus connus sont Velociraptor et Deinonychus. Et ce sont des petits dinosaures carnivores que Jurassic Park a très largement permis de connaître et de s'accaparer dans le grand public. Et donc du coup, voilà, on sait que les rhabdodons étaient vraisemblablement des proies privilégiées de ces petits dinosaures carnivores. Oui, est-ce que tu as un T-Rex ? Non, on n'a pas de T-Rex, on a quelque chose qui pourrait représenter un super prédateur, enfin qui représente un super prédateur, mais on n'est pas chez les tyrannosauridés. En fait, on a une petite particularité en Europe, c'est qu'on n'a pas de tyrannosauridés. Par contre, on a des membres d'une certaine famille qui vient des continents de l'hémisphère sud, donc du Gondwana. Et on a deux familles de grands carnivores qui sont connues. L'une d'elles, c'est celle des Abilisauridés, bien représentée par Abilisaurus, Carnotaurus, qui ont fait, en tout cas Carnotaurus qui a même été un grand méchant d'un dessin animé Disney. Et nous, on en a aussi en Provence. Alors c'est des dinosaures qui ont été pendant longtemps très mal connus, parce que les premiers ossements d'Abilisauridés étaient simplement identifiés en tant que théropodes ou en tant que mégalosaurus, donc c'était le taxon poubelle dans les années 50, jusque dans les années 50, voilà. Tout ce qui était grosses dents pointues, mégalosaurus, hop, c'était facile à classer, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas ça. En fait, il a fallu attendre la fin des années 80 pour qu'il y ait un bout de mâchoire, un maxillaire pour être précis, découvert par un couple de paléontologues amateurs, Annie et Patrick Méchin. Donc ce maxillaire avait soulevé quelques questions à l'époque. Alors, soit c'est un tyrannosauridé, soit c'est un abilisauridé. Et il y avait une vive controverse qui perdurait jusqu'à ce qu'on ait découvert, donc en 2000, pour pas te dire de bêtises, en 2008, les premiers ossements d'un individu beaucoup plus complet, et qui a permis ensuite la description d'un nouveau genre, qui est Archovenator et l'espèce Escotale. Et donc j'ai pu être l'un des co-auteurs, donc c'était une belle expérience. Et donc voilà, Archovenator Escotale, c'est un abilisauridé de grande taille qui faisait jusqu'à 6 mètres de long, sachant que d'après les ossements découverts, on n'était peut-être pas sur un adulte qui avait fini sa croissance, donc peut-être un adolescent, pour faire simple. Et on a des ossements fragmentaires qui ont été découverts en Hérault et en Provence, qui montrent qu'on pouvait avoir des individus plus gros. Donc, sans trop extrapoler, j'irais jusqu'à 8 mètres en tout cas. Ouais, c'est une belle bête. Une sorte d'allosaure, quoi. Pour faire simple au niveau de la taille, parce qu'après, au niveau de la morphologie... Oui, au niveau de la morphologie, non, mais au niveau de la taille, oui. On est plutôt sur un allosaure, un Allosaurus fragilis, quoi, un peu, parce qu'on a à peu près les mêmes tailles, c'est à peu près du 8, voire gros maximum du 9 mètres sur du Allosaurus fragilis. On n'est pas sur du Saurovaganax. Ah non. Oui, je t'assure. Mais voilà, en tout cas, c'est pour un animal de cette taille, on n'a pas d'autres prédateurs qui pouvaient faire de la compétition. C'était le super prédateur de Provence à cette époque. Mais c'est déjà quand même une belle bête, quoi. On va pas se le leurrer. Et avec des dents qui font jusqu'à 2 cm et demi de hauteur, donc c'est la moitié en fait de la couronne dentaire d'une dent de tyrannosaure. Parce que c'est vrai que les dents de tyrannosaure, on dit oui, c'est dans 30 cm, en fait, en général, ils incluent une partie de la racine, oui. Ça compte pas. Mais par contre, alors je sais pas parce qu'on en avait beaucoup parlé ensemble sur les Abilisauridés et surtout sur l'Archovenator et non pas l'Acrovenator, comme j'ai fait l'erreur dernièrement. Donc l'Archovenator, c'est donc un dinosaure, tu disais, qui avait plutôt une musculature assez développée, surtout au niveau du cou. C'est ça. On n'a pas trouvé énormément d'os, mais les quelques éléments qu'on a eu la chance de découvrir nous ont permis d'extrapoler
son mode de vie, voilà, ça s'appelle biologie. Donc on sait par exemple que l'arrière-crâne qu'on a en notre possession montre des insertions musculaires très importantes au niveau de la nuque, et toute proportion gardée, c'est un peu l'équivalent d'un tyrannosauride. Le tyrannosaure a un cou très puissant, et ben chez les abélisauridés, on avait la même chose, alors que c'est des animaux qui étaient quand même beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, plus légèrement bâtis, donc on pense que c'était des animaux qui étaient très vifs au niveau de leur agilité, au niveau de l'utilisation de leur cou, qui en faisaient ce que j'appelle un peu entre guillemets des prédateurs harceleurs, c'est-à-dire qu'ils vont courir autour de leur proie et les mordre à plusieurs reprises pour les affaiblir. Pareil que certains scientifiques ont même émis l'hypothèse que les abélisauridés auraient pu avoir des dents truffées de bactéries comme les varans, ce qui aurait pu faciliter la chasse. Alors ça, voilà, c'est des hypothèses que je ne peux pas soutenir moi à mon niveau, parce qu'on n'a pas de preuves. Mais en tout cas, ce sont des dents qui sont petites, très pointues, donc qui sont faciles pour rentrer dans la chair, et c'est pas fait pour arracher des morceaux, c'est vraiment fait pour blesser, quoi. Mais peut-être que quand tu me parles de cette musculature, pas par rapport aux dents, mais par rapport à la musculature du cou, est-ce qu'on peut extrapoler en disant que peut-être qu'on a affaire peut-être à une convergence évolutive entre le T-Rex et les abélisauridés type Archovenator? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peut-être le même type de proie, parce que pour l'un ils avaient les ornithopodes et les autres avaient également des ornithopodes. Alors pour Archovenator, c'est différent des dromaeosauridés. Sachant que eux, on va découvrir leurs ossements plutôt associés à des restes de sauropodes, donc des plus gros herbivores, qui se déplacent lentement, qui peuvent avoir des grosses tailles, donc en tout cas bien plus gros qu'Archovenator. Donc je ne sais pas si la convergence évolutive est sur le mode, uniquement basé sur le cou, montrerait un mode de chasse différent. Il y a énormément de discussions sur les tyrannosaures, pour savoir quel était leur mode de chasse, entre les charognards, entre les chasseurs actifs. Bon, tout dépend de la taille du spécimen, donc c'est vraiment un sujet en soi. En tout cas, pour les abélisauridés, on sait que quelle que soit leur taille, pour les plus gros, par exemple Carnotaurus ou Majungasaurus, qui sont des animaux complets, on a des animaux qui ne sont pas très lourds, qui ne sont pas très grands, mais qui ont un coup très très puissant. Donc dans tous les cas, on voit que toute leur stratégie est basée sur la morsure. Aux États-Unis, ça, on a cette image un peu de la fin du Jurassique. Bon là, on est au Crétacé, mais à la fin du Jurassique, sur des gisements comme au Bluff. Je crois que c'est comme au Bluff. Non, c'est pas comme au Bluff. Mm-hmm. Si, c'est comme au Bluff, où on a de restes de gros sauropodes. Est-ce que en France, à la fin du Crétacé, nous avons aussi ce type de dinosaures, donc de gros dinosaures à long cou, des sauropodes? À part Hypsilosaurus, dont on a déjà parlé. Oui, voilà. À part Hypsilosaurus. Alors effectivement, on a des sauropodes. Alors ce ne sont pas les mêmes que ceux dont on vient de parler, parce que comme au Bluff, tous ces gros sauropodes du Jurassique sont soit des brachiosauridés, soit des camarosauridés, soit des diplodocidés. Nous, on est sur complètement une autre famille de sauropodes qui sont les titanosauriens. Alors je veux dire titanosauriens, ça peut choquer pas mal de monde, mais c'est pour bien faire le distinguo entre titanosaure et titanosaurien. Titanosaure est un français de Titanosaurus qui est un genre, donc pour éviter les amalgames, je parle de titanosauriens. Donc les titanosauriens, c'est l'équivalent en fait de ces dinosaures long cou qu'on va trouver au Jurassique, sauf que cette famille va devenir la seule et unique à la fin du Crétacé dans le monde entier, puisqu'on la trouve quasiment sur tous les continents du monde, même en Amérique du Nord, alors que on a une occurrence de titanosauriens là-bas. Mais c'est vraiment une famille de sauropodes qui vont devenir hégémoniques et qui vont s'adapter à différents types d'habitats, de taille, en fonction de leur environnement. Et nous en Provence, donc on en a quelques-uns. Alors c'est des découvertes qui sont assez récentes, paradoxalement, même si Hypsilosaurus était décrit en 1869, les premiers genres clairement définis et décrits sur du matériel intéressant, ça date que de la fin des années 90, avec Ampellosaurus qui a été découvert dans l'Aude, donc il date de 95. On a l'Irainosaurus qui a été découvert en Espagne, dans les Pays Basques espagnols, à la fin des années 90, donc juste avant les années 2000. En Provence, on a eu des éléments de squelettes un peu éparpillés, provenant d'un site près de l'Ettenberg qui a donné donc à la description d'Atzinganosaurus en 2010. Et plus récemment encore, donc c'est en Espagne, le long travaux d'une voie ferrée, ils ont découvert donc
un gisement avec pas mal, une bonne dizaine, si ce n'est plus, de squelettes partiellement articulés qui ont été nommés Loweko Titan. Donc ça, c'est un autre titanosaurien. En Provence, on a pas mal, si ce n'est beaucoup d'éléments osseux qui pendant très longtemps étaient trop fragmentaires, trop isolés pour être clairement identifiés. Mais depuis les fouilles donc, de l'autoroute A8 qui ont eu lieu entre 2006 et 2012, on a découvert au moins 3 squelettes partiellement articulés, partiellement complets et articulés. Et c'est très vraisemblablement de quelque chose de nouveau. Ça se rapproche un peu d'Atiganosaurus, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est un point intéressant. Dans l'Hérault aussi, donc du côté du site de Cruzy, donc dans le Saint-Chinianais, on a des restes de titanosauriens qui ont été mis au jour, qui ne sont pas encore décrits, et qui se rapprocheraient un peu de Loweko Titan, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Je ne parlerai pas de toutes ces dents isolées qui ont été trouvées même dans du maastrichtien, alors qu'on n'a pas de... c'est des terrains qui sont peu explorés, en tout cas pour découvrir des titanosauriens, ce qui fait qu'on a une diversité de gros sauropodes quand même qui est assez intéressante pour l'époque. Et quand je dis gros sauropodes, c'est entre guillemets, parce que nos titanosauriens européens, étant dans un mode... dans un contexte environnemental insulaire, ont des tailles plus modérées comparées à celles qu'on va trouver ailleurs dans le monde. Bon, quand on parle de titanosauriens sud-argentins, on pense tout de suite à Argentinosaurus ou à j'ai un autre trou. T'as Alamosaurus, je crois, en Amérique du Nord. Amérique du Nord, mais là je parle d'Amérique du Sud, donc ça s'appelle Rhedotus, voilà. Des gros titanosauriens qui peuvent faire jusqu'à entre 20 et 30 mètres de long selon les estimations. Nous, on est sur des animaux qui dépassaient rarement les 15 mètres. Je crois que le plus gros spécimen qui est basé sur une paire de fémurs qui fait 1m50, c'est déjà pas mal, c'est une estimation de 15 à 18 mètres, ni pas plus. Ankylosaurus, ça peut posséder le même taille là aussi pour les plus gros spécimens. Thierry, alors tu voulais nous reparler rapidement des dromosauridés. Oui, effectivement, parce que dans ma fougue, je me suis concentré sur les rhabdodons et finalement on est passé très rapidement sur ces petits carnivores provençaux, donc qui sont connus quand même depuis les années 80, fin des années 89, avec les premières descriptions de dents isolées en Provence et plus largement dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, on a 2 genres qui sont clairement décrits, avec des grosses discussions sur la validité de l'un comme de l'autre. Les 2 équipes qui ont décrit ces gens-là sont pas d'accord. Et on en a un 3e qui est suspecté d'après la présence de dents, et dont je parlais donc en 3e point. Donc les 2 premiers décrits, le premier, il s'agit de Varyraptor mechinorum, qui a été décrit dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var dans les années fin des années 90. Et ensuite, on a Pyroraptor olympus, qui a été décrit donc, dans les années 2000. Donc, c'est 2 droméosauridés qui sont de petite taille. Donc, le premier, c'est environ 2m50, 3 mètres. Le second, entre 2 mètres et 2m50, qui sont très fragmentaires, malheureusement. Quand on regarde les deux squelettes qui servent de référence, on n'a pas grand-chose en quantité. Et malheureusement, les os de l'un et de l'autre ne permettent pas de recouper en fait, les comparaisons, puisqu'on n'a pas d'os commun. Donc, c'est pour ça qu'on a une dispute, on va dire scientifique, c'est pas très méchant, mais une dispute sur la validité de l'un ou de l'autre en fonction des équipes et des arguments qui sont mis en jeu. Et pour avoir personnellement décrit, en tout cas découvert énormément de dents de droméosauridés qui proviennent de différents gisements de Provence, qui sont très proches de celles associées à Varyraptor, je commence à avoir une idée un peu plus claire de la situation. Alors, est-ce qu'on peut trancher entre l'un ou l'autre, ou est-ce que les 2 sont valides? J'irai plutôt sur la seconde possibilité. Et ça se basera donc sur une grosse étude des dents qui ont été trouvées en Provence et qui est toujours en cours. Et en parlant donc de cette étude de dents isolées, donc on a le 3e genre, qui s'appelle Ricardoestesia, qui lui est un taxon, un genre de dinosaure un peu particulier d'un point de vue identification histoire, parce que c'est un animal qui était décrit dans les années 90 en Amérique du Nord, sur la base de dents isolées aussi. Donc il y a 2 espèces, Ricardoestesia isoceles et Ricardoestesia gilmorei, qui ont l'une a une dent triangulaire, l'autre un peu plus recourbée, typique des droméosauridés. Et c'est un peu embêtant, parce que ce genre, donc avec ces 2 espèces, on le connaît depuis le Jurassique
jusqu'à la toute fin du Crétacé, en Amérique du Nord et en Europe, donc au Portugal, en France et en Roumanie. Et ça, ça pose des questions. Voilà, on se pose des questions, comment un genre peut perdurer si longtemps, et pourquoi on retrouverait ces deux espèces sur ces si longues périodes géologiques et sur différents continents, et différents gisements. Donc à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a très certainement différentes espèces qui se sont succédées déjà dans le temps, mais aussi qui se sont différenciées d'une zone géographique à l'autre. Et ça, l'étude en cours là, sur les dents isolées nous permettra d'en savoir un peu plus. Parce qu'on a poussé vraiment le bouchon très loin sur les détails analysés. Donc on aurait une question un peu plus claire. Donc, il y a d'autres genres ensuite. Oui, pardon. Donc tu peux pas nous donner un scoop aujourd'hui. Ah, je donne un scoop quand ce sera publié, sinon ça n'a pas avoir d'intérêt. Je peux dire plein de choses. Et donc, restons scientifiques. Restons scientifiques, tout à fait. Restons sur les faits. Par contre, petite chose là, tu nous as dit tout à l'heure que nos chers dromosauridés, surtout là, par rapport aux études et aux recherches que tu as toi-même réalisées dans le sud de la France, tu as pu remarquer que souvent les ossements d'ornithopodes tels que le rhabdodon étaient associés à des dents, par exemple, de dromosauridés, de petits théropodes. Mais ces petits théropodes, est-ce qu'ils ne chassaient que des rhabdodons, ou chez les ornithopodes du sud de la France, nous n'avons pas une autre grande famille d'ornithopodes qui ont vécu sur la majorité des continents? Alors effectivement, c'est une belle transition. Les dromosauridés ont pu chasser en tout cas on a des preuves de rapports propres-prédateurs que sur les fossiles qu'on a pu trouver associés. Et jusqu'à présent, donc on savait que les rhabdodons étaient souvent associés avec les dromosauridés comme Oviraptor ou d'autres dromosauridés qui ne sont pas encore décrits. Mais on a effectivement une autre famille d'ornithopodes qui est très connue, ce sont des dinosaures avec 2 canards, donc les hadrosauridés, qui sont présents en Europe, donc sur notre archipel d'îles à cette époque. En Provence, on a un seul site qui a livré des restes d'hadrosauroïdés, donc c'est-à-dire des hadrosaures primitifs, et qui n'ont pas encore reçu de nom parce que le matériel est en cours de description, et même été pas très bien conservé, donc c'est pas évident. Et ces hadrosauroïdés donc ont toutes les particularités de ces dinosaures avec 2 canards, c'est-à-dire que la mâchoire est garnie de dents qui sont faites pour mâcher et pas pour trancher les végétaux comme les rhabdodons, donc c'est très différent. On sait que la dispersion de cette famille au cours du Crétacé a vraisemblablement suivi un gros changement au niveau de la composition floristique à l'échelle mondiale, avec l'avènement des plantes à fleurs, leur évolution, leur diversification aussi, et donc ça ne correspondait plus à l'alimentation de certains dinosaures herbivores, notamment les sauropodes, en partie, mais surtout les petits ornithopodes, qui vont peu à peu disparaître, comme les rhabdodons, pour être remplacés par les hadrosaures. Donc dans le sud de la France, on a, en Provence en tout cas, cet hadrosauroïdé qui a été découvert, mais qui est encore très très fragmentaire et qui date du Maastrichtien. C'est le seul gisement du Maastrichtien connu en Provence. Mais ailleurs en France, notamment dans les Pyrénées, on a un autre genre qui a été décrit qui s'appelle Canardia, et qui lui a un hadrosauridé pur et dur, pour faire simple, et qui est comparable à tout ce qu'on va trouver dans le Maastrichtien espagnol. Donc il y a beaucoup de genres qui ont été décrits dans le nord de l'Espagne, sur le piémont sud des Pyrénées. De mémoire, il y a 4 genres, Adinomosaurus, Arenisaurus, Blasisaurus et Pararhabdodon. Et c'est un peu, je ferai un petit tacle gentil aux Espagnols en disant que à force de créer des genres, peut-être qu'on va trop se mélanger, mais ce sont beaucoup d'animaux qui sont très fragmentaires, donc peut-être qu'il y a moins de genres valides, mais en tout cas, ça montre clairement que les hadrosauridés sont bien présents à la fin du Crétacé en Europe, et notamment en France, et qui atteste donc de ce changement de la composition faunistique au niveau des gros herbivores. Nous, pour revenir à notre hadrosauroïdé provençal, il n'est pas trop apparenté à ces hadrosaures plus évolués comme Canardia. On devrait aller voir du côté d'un hadrosaure roumain qui s'appelle Telmatosaurus, ou un hadrosauromorphe ou un hadrosauroïdé italiens comme Tétisadros, qui sont beaucoup plus primitifs et qui montrent les premières étapes de l'évolution de ce groupe et de leur arrivée en Europe.
Alors c'est un groupe qui est plutôt nord-américain et asiatique au départ, mais on les trouve partout. Hein. On les trouve en Antarctique, on les trouve en Amérique du Sud aussi. Hein. Alors c'est marrant en plus ce que tu dis parce que Telmatosaurus a été soupçonné en plus de ça il y a longtemps maintenant dans le sud de la France pour être abandonné au profit de Canardia. Et du coup là il ferait un comeback, on va dire, en Provence, avec ce que tu nous disais. Oui, Telmatosaurus, c'était un peu un taxon poubelle aussi à son époque. Tout ce qui était hadrosaure européen était rangé dans ce taxon-là, et après, avec les études complémentaires, on se rend compte que c'était pas tout à fait le cas. Donc Telmatosaurus, c'est purement roumain pour le moment. Donc Canardia, donc dans les Pyrénées françaises, c'est très différent, donc c'est vraiment un hadrosaure beaucoup plus évolué. Pour le nôtre, donc en tout cas du côté de la Provence, la question reste ouverte. Il faudra attendre la fin de la description de ce matériel-là. Alors, est-ce qu'on a sur ces hadrosaures européens, est-ce qu'on a beaucoup de crâniens? Est-ce que ce sont des hadrosaures avec, par exemple, des crêtes nasales fortement développées, comme on peut trouver en Asie ou même en Amérique du Nord? Pour certaines espèces, bien sûr. Pour faire simple, que ce soit Telmatosaurus, que ce soit les hadrosauroidés de Provence ou le matériel Canardia, les quelques éléments crâniens intéressants, c'est surtout des mâchoires inférieures. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît au premier coup d'œil. Après, bon, bien sûr, il y a d'autres ossements post-crâniens, les omoplates, quelques vertèbres qui montrent qu'on a affaire à ces familles. Malheureusement, on n'a pas de crâne assez complet, à part pour Tethys adros, qui lui a un crâne, enfin c'est un squelette complet, un très très beau squelette, et lui il n'a pas de crête. Donc on sait que les hadrosauroidés primitifs n'avaient pas d'ornementation au niveau du crâne. Par contre, il faudra voir, avec des futures découvertes chez les hadrosauroidés plus évolués, comme ce qu'il y a en Espagne, ou avec Canardia, si on a un crâne complet, voir s'ils avaient effectivement des crêtes. Alors, Canardia, ce serait, alors de mémoire, je crois que c'est rangé du côté des Aralosaurinae, Aralosauriniens. Donc ils sont pas vraiment connus pour avoir des crêtes ultra développées. Je suis même pas sûr qu'ils en aient. Par contre, les espèces espagnoles, ce sont des Lambeosaurinés. Et là, par contre, oui, il y a tout un tas de crêtes très très développées chez ces gens-là. Hein. Que ce soit Lambeosaurus, Corythosaurus. Synthosaurus. Voilà, voilà. Mais alors justement là tu parlais d'un spécimen plus ou moins même quasiment complet d'hadrosaure. C'est pas celui qui a été découvert en Italie? Oui, c'était Tethys adros, c'est ça. Voilà. Alors je te fais un peu de pub. Si vous voulez découvrir une belle photo, une belle illustration justement du squelette de ce dinosaure-là, je crois que notre cher Thierry avait publié un livre qui s'appelle comment il s'appelle ce livre-là où justement tu mets une photo de ce dinosaure. Ah, c'est Annales de paléontologie. Voilà, c'est très très bon livre, tu l'as lu? Pardon, Principe de paléontologie. Oui, Principe de, oui, bah tout à fait. Principe de paléontologie. Ah, je te le prêterai, t'inquiète pas, Nicolas. Non, mais il est vraiment très très bon comme livre. Là, tu nous parles d'hadrosaures. On a vu les hadrosaures, on a vu les abélisauridés, on a vu les titanosauridés, mais dans toute cette histoire, à la fin du Crétacé, où sont nos chers cératopsidés, nos cératopsiens, nos dinosaures à cornes? Ailleurs. Ah bah on en a pas. Ah bah mince. En fait, les cératopsiens ont un peu souffert de notre environnement insulaire. Il faut savoir que nos îles étaient assez distantes les unes des autres, donc elles ont fonctionné comme des filtres biologiques qui ont fait que les animaux n'ont pas pu toutes les coloniser en fonction de leur zone d'arrivée. Et la seule île européenne où on a trouvé du cératopsien, c'est en Hongrie, donc ce qui correspond maintenant à la Hongrie actuelle, où on a un Cératops qui a été décrit. C'est voilà, la seule occurrence de ce cératopsien-là pour le Crétacé supérieur, en tout cas terminal, puisqu'il date du Centonien, de cératopsien en Europe. Après, on a des choses qui sont discutées, peu complètes et qui sont légèrement plus anciennes. Les seuls restes qu'on a de cératopsiens en Europe, c'est bien du basal, c'est du très basal. On n'a pas du dinosaure à cornes. Non. Ce sont des petits animaux qui vraisemblablement étaient encore bipèdes et avec des crêtes, des colorettes très très peu développées. D'accord. Tu peux nous faire un petit topo de à quoi ressemblait véritablement la configuration géographique de l'Europe à la fin du Crétacé, il y a à peu près 80 millions d'années jusqu'à les 68 millions d'années. Donc à la fin du Crétacé, on est sur un archipel d'îles, comme j'expliquais, et sur cet archipel d'îles, on a une île qui est plus importante que les autres, c'est la nôtre. Quand j'ai la nôtre, celle qui inclut la Provence et une bonne partie de la France.
qui a été identifiée comme étant l'île ibéro-armoricaine. Alors quand je dis ibéro-armoricaine, on sent bien géographiquement que ça va loin. Parce qu'effectivement, ça part du nord de l'Espagne, depuis Pays Basque espagnol, ça prend toute la partie nord-centrale, centrale-nord de l'Espagne, ça englobe la Provence, le massif corso-sarde, donc la Corse et la Sardaigne étaient rattachées à cette île, et ensuite on avait des connexions plus ou moins supposées avec le massif central et l'Armorique, qui étaient des massifs montagneux à l'époque, donc des terres émergées. Malheureusement, ces terres émergées, elles s'érodent, donc on n'a pas d'enregistrement fossile sur ces zones-là, c'est compliqué. On a des enregistrements fossiles dans les bassins de sédimentation, donc la Provence en était un, le nord d'Espagne aussi, et donc tous ces sédiments, on sait qu'ils venaient de zones périphériques dont on ne maîtrise pas bien encore les contours exacts. Mais grosso modo, on a une île qui est à peu près la superficie de Madagascar actuelle en Europe. Et ensuite on a d'autres petites îles satellites, comme la Roumanie avec le bassin d'Atseg, ou la Hongrie. Et le nord de l'Espagne aussi. C'est bien pour ça que malgré que ce soit une île, donc un milieu insulaire, on a quand même la présence de titanosaures, de sauropodes, de taille moyenne. On n'a pas de grands sauropodes, mais on a quand même des sauropodes qui dépassent des dizaines de mètres, voire 15 mètres. Quoi. Donc on a déjà des beaux animaux. Quoi. On se retrouve à peu près, donc alors à 80... là, tu m'as dit, les derniers gisements qu'on trouve dans le sud de la France, c'est vraiment du 68 millions d'années. Donc on est au début environ, c'est ça. Voilà, on est début du Maastrichtien. Du maastrichtien, j'ai du mal à le prononcer, mais par contre, on date bien la fin de l'ère secondaire, du Mésozoïque, donc la fin du Crétacé, on la date bien à 66 millions d'années, donc là, la fin du maastrichtien. Donc, est-ce qu'on a quand même des zones de sédimentation, ou est-ce qu'on a des zones fossilifères en France qui datent véritablement du Crétacé terminal? Oui, on en a en France, on en a dans l'Aquitaine, du côté de Biarritz, on a un gisement, on a même la limite latée qui est observée, mais on est sur des sédiments qui sont plutôt marins. On en a en Espagne aussi, mais en Provence on n'a rien. Alors pourquoi nous n'avons rien? Tout simplement parce qu'on est dans un contexte paléo-environnemental particulier de pleine inondation. Donc imagine très grande plaine avec un fleuve qui s'écoule et régulièrement des crues qui vont venir inonder ces zones. Je reviendrai sur ce point quand on parlera des œufs de dinosaures. Et en fait, ce paléo-environnement-là, c'est un environnement qui est soumis à l'érosion massive, avec tous ces fleuves qui vont s'écouler suite à certainement un climat fortement pluvieux sur des périodes de temps très courtes. Et donc l'enregistrement, on le trouve pas, ou il est difficilement identifié dans cette masse d'argile qui va se déposer sur des millions d'années, s'accumuler sur des millions d'années. Et même après l'extinction des dinosaures, donc après la limite Crétacé paléogène, on a encore ce type d'environnement en Provence, ce qui fait que quand on est dans les argiles à chercher des fossiles de dinosaures, alors pendant un certain temps on va trouver des ossements de dinosaures, des œufs, ensuite plus rien, et ensuite on va recommencer à trouver des fossiles, mais qui sont déjà du paléogène. Donc on a un point d'enregistrement, on ne sait pas exactement où se situe la limite. Donc ce sont des études en paléoclimatologie qui permettent d'estimer à quelques mètres près la supposée position de cette limite. Donc c'est notamment les travaux de la sédimentologue Elisabeth Cogent, qui se basaient sur la magnétostratigraphie et aussi sur l'étude des sols, notamment des sols riches en calcaire. Mais on n'a pas cette limite qui enregistre, on n'a pas ce dépôt d'argile noire caractéristique, et au niveau des fossiles, on a une lacune assez importante, et ça on l'explique pas. Peut-être que l'environnement a changé et est devenu moins favorable à la conservation, peut-être que les animaux n'avaient plus de nourriture intéressante sur cette zone-là, donc ils ont migré ailleurs. J'ai du mal à concevoir parce que même les gastéropodes on n'en trouve plus, donc il y a vraiment un problème de conservation. Et donc du coup, peut-être que tout simplement on n'a pas encore assez bien cherché, donc il faudrait continuer à prospecter et à essayer d'affiner nos observations dans ces terrains-là. Il faut savoir que la Provence, en paléontologie, est mondialement connue par justement la grande quantité de fossiles que nous trouvons dans les sédiments de la fin du Crétacé. Et même les Américains, ou même les paléontologues dans le monde, ont surnommé le sud de la France comme étant Aix-en-Provence. Pour Aix-en-Provence. Et même les Chinois, qui eux ont des très excellents sites d'œufs, pensaient arriver dans ces zones avec des bonnes appréhensions, en pensant qu'ils avaient des très bons sites et tout. Et quand ils ont vu les zones de nidification qu'on avait en Provence,
ils sont repartis un petit peu avec la queue entre les jambes en se disant que finalement la France était pas mal non plus. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est une anecdote que j'ai dû te raconter. Oui, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as raconté, celle-là. Oui, voilà, c'est ça. On a eu une délégation de paléontologues chinois qui étaient venus pour constater par eux-mêmes que nos sites étaient très très riches, et notamment celui de la réserve naturelle, qui a un gisement à ciel ouvert de 140 hectares, très riche. Donc après, c'est pour ça qu'on a une protection qui est très très forte sur ce site, parce que c'est très très intéressant. Alors que dire sur ces œufs? Bon, on sait que les œufs de dinosaures en Provence sont connus depuis 1869, puisqu'on avait déjà un gisement du côté de Rognac qui avait été identifié par Materon. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'un géologue paléontologue, donc Albert de Lapparent, fasse une première synthèse sur les dinosaures du sud de la France, donc c'est en 1947, et là pointe donc sur différentes cartes des gisements à œufs. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que la Provence était vraiment très très riche. Donc du côté d'Aix-en-Provence, qui a valu donc le surnom d'Aix-en-Provence, comme tu l'expliquais, ça provient tout simplement de la richesse excessive, on va dire excessif, le mot est faible, avec des œufs qui sont découverts par centaines sur certaines zones très, très limitées géographiquement. Pour exemple, nous on travaille depuis 2015 sur un site qui fait moins de 50 mètres carrés, on en est à plus de 300 œufs en surface. Ça montre quand même la densité, et après ensuite il faut multiplier pour avoir ça en volume. Donc on les ramasse même plus maintenant, il y en a tellement, ça sert à rien. Donc si t'en veux pas, tu m'en gardes pour moi, y a pas de souci. Moi aussi je reviens. Si c'est en dehors de la réserve, je peux en mettre de côté, dedans, ça va être compliqué. Donc pour revenir sur ces œufs, donc c'est intéressant parce que du coup on a un laboratoire à ciel ouvert, avec une quantité et une qualité de fossiles vraiment très très intéressante, qui va nous faire avancer très certainement de bonne manière sur le sujet. D'ailleurs, j'ai un étudiant en thèse qui devrait incessamment commencer cette année sur cette thématique. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces nids, avec ces œufs? On sait que déjà, quand on les compare avec les autres gisements dans le monde, on est dans le top 3. Top 5 si on veut vraiment être humble, mais sinon on est vraiment dans le top 3, et le gros avantage qu'on a sur les autres gisements ailleurs dans le monde, c'est qu'on est à 15 km, voire 10 km d'un centre urbain, donc on n'a pas à faire une semaine de trek pour aller sur site, et être dans des conditions minimalistes de survie. Là, on peut même se permettre d'aller manger au restaurant le midi, on revient fouiller l'après-midi, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, on bénéficie donc de la protection juridique et réglementaire, et physique même, de la réserve naturelle, donc ce qui fait que le site n'a pas été touché depuis les années 50 quasiment. Bon, il y a eu du pillage, des phases de pillage bien sûr, mais c'est sans commune mesure comparable avec le restant du sud de la France où on a de l'urbanisme, de la viticulture et du pillage, et aussi 2000 ans d'histoire, donc ça c'est pas rien. Donc là, quand on fouille dans la réserve naturelle, c'est un peu l'équivalent d'aller en expédition dans le désert de Gobi ou dans les Badlands américaines. On a des fossiles qui affleurent et on a des nids par centaines, des œufs par milliers. Et ce qui fait que on a des belles opportunités de recherche. Alors que dire sur nos œufs de dinosaures, parce que bon, c'est quand même la question centrale au départ. On a quasiment, grosso modo, une dizaine d'o-espèces connues. Alors j'utilise le terme o-espèces parce que pour le moment, on n'a pas trouvé d'embryon à l'intérieur. Donc on sait qu'on a des œufs différents quand on regarde les caractéristiques on va dire cristalline de la constitution de la coquille, donc l'épaisseur qui varie, l'organisation des cristaux dans la coquille, la nature de la surface extérieure ou intérieure. Et en comparant tous ces caractères-là, on se rend compte donc qu'on a une dizaine de types différents qui sont regroupés dans 3-4 hauts genres différents. Et ce qui nous donne une idée d'une paléo-diversité de cette époque qui malheureusement n'est pas encore matchable, on ne peut pas la comparer avec celle basée sur les ossements. Donc c'est pour ça qu'on a cette parataxinomie particulière. Et ces œufs, comme je le conclus très souvent, on ne sait pas tout en fait, on sait quasiment rien sur ces œufs, si ce n'est cette diversité, on n'a pas encore su qui les pondait avec exactitude, parce qu'on n'a pas d'embryon. On n'a pas d'idée sur la façon dont les animaux pondaient. On sait que c'était des espèces de trous dans le sol, des tumulus, qui étaient sûrement recouverts de végétation par la suite. Et le nombre d'œufs dans ces trous varie énormément d'une espèce à une autre. Donc ça aussi, il y a un gros travail qui va être fait sur ça pour essayer de mettre en clair la géométrie des pontes en Provence.
Et il y a eu des tentatives un peu hasardeuses d'attribuer ces œufs à des dinosaures connus, enfin des familles de dinosaures connues. Alors parmi ces hauts familles on a les mégalolithidés, donc ce sont les œufs en pierre géants, qui sont des œufs qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre, et les plus petits sont sur 10-15 cm, et donc ça peut être pondu par 6, par 12, comme dans des boîtes d'œufs en fait, voire plus. Et ces œufs ont été attribués, ont rapportés aux titanosaures suite à la découverte d'embryons de titanosaures en Amérique du Sud et en Chine. Mais chez nous, comme je le disais, on n'en a pas. Le problème, c'est qu'en Roumanie, on a des œufs qui ont été découverts très proches de ce qu'on a en Provence, qui ont été mis au jour associés avec des restes de bébés hadrosaures. Et ça, c'est problématique, notamment le Telmatosaurus. Donc, ce qui a conduit les paléontologues à dire que peut-être que les mégalolithidés étaient des œufs pas seulement de titanosaures, mais des œufs d'herbivores de manière générale. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on a des études qui ont été faites par des Espagnols qui rapportaient un autre haut genre, donc Keranolithus, à une famille de dinosaures, les Nodosauridae. Je reviendrai dessus aussi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'association directe, donc c'est largement débattu. Donc on a ces œufs d'herbivores qui sont plutôt ronds. On sait que c'est des œufs d'herbivores parce qu'on a trouvé ailleurs dans le monde des embryons dans des œufs ronds de ce type-là, de manière très générale. Après, on a des coquilles qui correspondent plutôt à des œufs de carnivores, donc des coquilles plus fines, notamment, qui pourraient être des petits des œufs de dromaeosauridés. On a aussi des coquilles d'oiseaux, donc on sait qu'on a des oiseaux dans nos gisements. Alors, tu nous as parlé rapidement d'un nodosauridé. Ouais, nodosauridé. Donc c'est vrai que c'est une famille qui est... bon, j'en parle en année parce que c'est une famille qui est relativement rare et discrète en Provence. Ce sont des ankylosauriens. Donc ankylosauriens, c'est une grande famille de dinosaures qui sont comparés à des chars d'assaut ou à des tortues, parce qu'ils sont ultra blindés, avec des protections osseuses dans le cuir du dos, et chez les ankylosauridés, donc l'une des deux familles d'ankylosauriens, on a cette fameuse massue au bout de la queue qui leur permettait de se défendre face aux prédateurs comme les tyrannosaures. Donc chez nous, les nodosauridés, ce sont des versions un peu plus petites et sans cette massue au bout de la queue. Mais par contre, tous les spécimens qui ont été découverts dans le monde, assez complets, montrent qu'ils avaient des protections avec des grosses pointes osseuses sur les flancs ou sur le dos qui leur permettaient donc d'être assez dissuasifs en termes de protection. Et le problème de ces animaux-là, c'est qu'ils sont très très rares dans nos gisements, donc on pense qu'en fait ils ne vivaient pas près des rivières ou près des lacs où la fossilisation est un peu plus facile à s'effectuer, plutôt des animaux plus loin dans les terres ou dans des milieux forestiers, qui fait que leur conservation était beaucoup plus compliquée. On a un bassin qui a été découvert à Villeverac, donc dans l'Hérault, et un second qui a été décrit, qui est en cours de description, qui est provient du Var. On espère qu'on aura un peu plus d'informations, parce que pour le moment, on a qu'un genre monospécifique qui est connu, c'est Struthiosaurus languedocensis, et peut-être qu'il augmentera, cette découverte augmentera donc notre diversité de nodosauridés d'Europe, qui sont pour le moment à deux genres. Donc Struthiosaurus et Ungarosaurus. Merci Thierry, et là ce que tu as pu nous apprendre, c'est que déjà le sud de la France, la Provence et même la France en général, mais les gisements qui datent du Crétacé français nous ont montré une certaine diversité, une grande diversité des dinosaures encore à la fin du Crétacé. Alors juste pour finir, peut-être en quelques phrases, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que là, pendant longtemps, on avait une sorte de petite guéguerre entre deux types de paléontologues spécialisés dinosaures. D'un côté, on avait les catastrophistes, d'un côté, on avait plutôt les gradualistes. Donc soit ceux qui pensaient que les dinosaures ont disparu, graduellement, c'est-à-dire tout doucement, il y a eu une lente extinction jusqu'à la fin du Crétacé, ou les autres qui ont pensé qu'une grande catastrophe naturelle, ou même extraterrestre, parce que l'astéroïde c'est extraterrestre, aurait plutôt mis le déclin de ce règne d'animaux justement brusquement. Alors pour toi, pour faire simple, je pense que pour moi, je vais être un peu suisse dans ma façon de répondre. Je pense que toutes les réponses sont valables, ça dépend en fait de l'ère de répartition des phénomènes qui sont associés à ces phénomènes. Donc par exemple, le déclin progressif des dinosaures est observé sur certains gisements, sur certaines zones géographiques, mais c'est quand même
très très lié à notre capacité à bien fouiller, à récupérer les fossiles. Donc il y a un biais de collecte paléontologique qui est quand même assez fort. Si un site est peu fouillé, on va retrouver peu de fossiles. Et des sites qui sont énormément fouillés, comme certains sites américains, on va trouver énormément de choses. Donc on sait que sur des gisements, certains gisements nord-américains, on a une diversité assez importante de dinosaures qui s'arrête brutalement au moment où on a un épisode catastrophique qui va avoir lieu donc il y a 66 millions d'années, qui est donc l'impact météoritique. Ensuite, il y a eu des discussions entre qui est le plus dangereux, enfin qui fut le plus dangereux entre l'impact météoritique et le volcanisme qui a eu lieu en Inde sur ces mêmes périodes. Donc là, on a les deux écoles qui régulièrement sortent de nouvelles publications pour essayer de favoriser leur hypothèse. Là encore, je pense qu'on avait en fait les deux phénomènes qui sont apparus en même temps. On sait que le volcanisme, donc des traces du décan qui ont lieu plus ou moins 1 ou 2 millions d'années avant et après après la fameuse crise, enfin le fameux moment d'impact météoritique, avait déjà eu un impact. Le volcanisme a eu des conséquences très très négatives sur l'environnement local. Enfin, quand je dis local, c'est déjà à l'échelle de toute l'Asie et avec des répercussions mondiales au niveau de l'atmosphère et peut-être aussi de la température des océans. Et donc l'impact météoritique, ça a été le coup de fouet final, donc l'événement qui a été de trop pour nos dinosaures. On s'est rendu compte aussi sur des études récentes que l'endroit même de l'impact, s'il avait été décalé de quelques centaines de kilomètres, aurait pu être différent en termes de conséquences fatales pour notre faune et notre flore de l'époque. Donc voilà, c'est un enchaînement de plusieurs phénomènes qui étaient malheureux pour nos dinosaures, mais pas tous nos dinosaures, puisqu'on en a encore aujourd'hui. Bon bah nos chers dinos ont eu la loi de Murphy en pleine figure à la fin du Crétacé. Les pauvres. Ils sont un enchaînement de mauvaises circonstances, on va dire. Eh ben, Thierry, je te remercie beaucoup pour cette émission. Hein, merci à toi d'avoir accepté cette invitation, et je remercie également Sican aussi d'être revenu parmi nous. Ouais, j'avais pas envie de venir, mais bon, on va forcer la main. Donc. C'est moi qui vous remercie pour ce moment de partage. C'est toujours un plaisir de parler de nos dinosaures de Provence, donc merci beaucoup. Et Thierry, est-ce que tu pourrais nous faire le petit mot de la fin ? Oui, bien sûr. Alors que la curiosité soit avec vous, et pour toujours.